Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce café VAE. Alors nous sommes actuellement 97 invités en ligne. Alors je vais nous excuser pour ce retard. Nous avons eu un souci technique, mais bien présent pour je dirais, animer ce focus sur les certifications de l'éducation nationale. Alors, nous avons prévu 45 minutes de présentation suivies de vos questions que vous voudrez bien nous poser via le chat en ligne. Nous vous enverrons une synthèse des questions que vous voudrez bien nous poser via la foire aux questions disponible sur le site intervalle-vae.fr et nous vous adresserons naturellement le PowerPoint de cette présentation. Alors, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire en compagnie de Norbert Jaouen, que je vais laisser se présenter. Merci Béatrice. Bonjour à tous. Norbert Jaouen, je suis responsable national de la VAE au ministère de l'Éducation nationale. Merci Norbert. Émilie, ton micro. Bonjour à tous. Je suis conseillère VAE sur le territoire de Bruay-la-Buissière avec des antennes à Saint-Omer et Liévin. Merci Émilie. Et Daniel. Daniel, bonjour à tous. Daniel, donc j'ai rejoint l'équipe depuis le mois de mars. Je suis conseiller VAE sur le centre d'Hénin-Beaumont et j'anime l'antenne de Douai et d'Arras. Merci Daniel. Alors pour lancer la thématique, je vous propose de suivre la présentation du réseau en animation. À tout de suite. Je vais remercier Clémence pour la technique. Alors, c'est une présentation que nous avons créée pour les 10 ans d'intervalle et qu'on, je dirais, souhaitait vous soumettre. Alors, le programme de ce café VAE, la VAE à l'échelle nationale, France VAE, un outil incontournable, entretien avec un conseiller VAE d'un centre de validation de l'éducation nationale. Vous avez deux collègues présents pour vous en parler. Le dossier de validation et l'entretien post-jury et naturellement un temps de réponse à vos questions que vous voudrez bien nous poser via le chat. Alors là, je vais laisser la parole à Norbert pour la VAE à l'échelle nationale. Merci Norbert. Merci Béatrice. Alors tout d'abord, en parlant de chiffres, je vais mettre une précaution parce que nous n'avons pas des chiffres exhaustifs au niveau national. Nous faisons des projections à partir de ce que les ministères certificateurs nous donnent comme chiffres. Nous avons peu de chiffres des chambres consulaires, peu de chiffres des branches professionnelles, des CQP,
et peu de chiffres pour les organismes privés. En gros, on estime donc sur ces projections qu'en près de bientôt 20 ans, 650 000 personnes ont obtenu un diplôme par la voie de la VAE, une certification professionnelle plus exactement. 60% d'entre elles ont obtenu un diplôme de l'éducation nationale, 14% un diplôme des affaires sociales et de la santé, 11% un titre professionnel du ministère de l'Emploi, l'enseignement supérieur pèse environ 5-6%, et le reste, ce sont les autres ministères certificateurs, le ministère des Armées, le ministère de la Culture, le ministère de l'Agriculture, et nous avons aussi les chiffres des chambres consulaires, des CQP pour les branches professionnelles, et puis les organismes privés. Voilà où nous en sommes dans les chiffres nationaux. Si on fait maintenant un zoom sur l'éducation nationale, nous délivrons environ 20 000 diplômes par an à l'éducation nationale, avec un taux de validation qui est de 90%, dont 70% de validation totale devant le premier passage devant le jury. Un grand tiers de ces diplômes demandés sont des BTS, qui ont un énorme succès, mais aussi d'autres diplômes de ce même niveau. 20% pour les diplômes de niveau 4, les bacs professionnels et les mentions complémentaires chez nous, et 20% pour les diplômes de niveau 3, CAP et mentions complémentaires. Et par ailleurs, nous avons également, nous accompagnons sur d'autres diplômes, pardon, je suis passé trop vite, nous intervenons sur les diplômes co-signés par 2 certificateurs, les diplômes de moniteur éducateur, les diplômes d'état d'éducateurs spécialisés qui sont très demandés, comme vous allez voir dans la diapo suivante, mais aussi les diplômes de comptabilité, des CG, des SCG, et puis aussi les diplômes de métiers d'art. Si on prend le top 20, le top 10 de ces diplômes les plus demandés, je passe à la diapo suivante. Pardon. Voilà, merci. Comme vous le voyez, diplôme d'éducateur spécialisé, moniteur éducateur sont des professions réglementées, ce qui explique effectivement cette demande de diplôme, mais aussi le BP coiffure, par exemple, est très demandé, puisque, comme vous le savez peut-être, pour ouvrir son propre salon de coiffure, il faut être titulaire du brevet du BP coiffure. Les BTS, vous voyez, sont en force, on les voit normalement dans ce top 10, ce qui est tout à fait normal. Voilà pour un zoom pour ce qui concerne l'éducation nationale. On va passer à la diapo suivante. Alors, ce qui veut dire, depuis la loi 2002, un double défi pour l'éducation nationale, mais aussi pour les services publics et les autres ministères. Il s'agit effectivement de permettre à un plus grand nombre de citoyens d'accéder à ce droit individuel qui est inscrit dans le Code du travail. Et il s'agit aussi de garantir que les diplômes délivrés, qu'ils soient le résultat d'une formation ou d'une VAE, sont délivrés à égale valeur, et ceci pour tous les diplômes de l'éducation nationale et sur l'ensemble du territoire. Pour répondre à ce défi, l'éducation nationale s'est dotée d'une organisation particulière avec un pilotage, une coordination nationale. En l'occurrence, c'est ma responsabilité d'écrire effectivement les textes relatifs à la politique ministérielle de l'éducation nationale en VAE et de travailler avec 30 DAVA, 30 réseaux d'experts qui sont chargés de mettre en œuvre la politique ministérielle, qui sont chargés aussi de me faire remonter des difficultés pour d'expérimenter des choses sur des publics diversifiés et afin effectivement que le ministère de l'Éducation nationale puisse dans le cadre de l'interministériel, faire des propositions d'évolution législative et réglementaire. Et enfin, pour porter cette politique, un site national, France VAE, qui est un site qui vient d'être rénové, et nous avons eu le souci d'avoir des messages ciblés en fonction des publics auxquels nous nous adressons. Et ce France VAE, c'est aussi un guichet unique d'entrée pour tous les candidats à la VAE pour un diplôme de l'éducation nationale. Alors France VAE, voilà la page d'ouverture où effectivement c'est aussi un guichet unique. Il dit aussi ce qu'est la VAE. Aussitôt il permet de dire qui on est, une entreprise, un acteur de la VAE ou un candidat, et pour avoir des informations tout à fait ciblées. Par candidat, on a aussi fait des messages personnalisés
pour les salariés, les indépendants, les demandeurs d'emploi, les bénévoles, les volontaires, etc. Merci Norbert pour cette présentation, introduction de la VAE de l'éducation nationale. Je vais laisser la parole à notre collègue Daniel. Alors le deuxième objectif de cette présentation, l'idée c'était d'avoir le contexte au national et d'entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, puisque moi, je suis donc responsable du DAVA de Lille et aussi chef de projet Interval. Donc, j'ai le plaisir de travailler avec Émilie et Daniel et je les remercie pour leur présence ce matin. Ce qu'on souhaite, c'est vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de l'entretien individuel qui est réalisé par les collègues. Daniel, je te laisse la parole. Merci Béatrice. Donc nous accueillons les usagers au sein de nos antennes ou de notre centre. Nous pouvons leur proposer aujourd'hui, avec la situation sanitaire, c'est de plus en plus vrai, des accueils en visio aussi, pour pouvoir répondre aux impératifs de la situation sanitaire, et puis quelquefois pour aussi leur permettre de ne pas se déplacer. Ensuite, la première partie de l'entretien, nous présentons le principe de la VAE, nous présentons les obligations, nous présentons les grands principes, la demande de recevabilité. Une fois que la demande de recevabilité est faite, la constitution du livret 2 et puis le passage devant jury. Au niveau de la recevabilité, donc nous présentons les obligations, les 1607 heures sur l'année, les documents que la personne va devoir nous apporter pour justifier de la situation et le principe aussi donc de l'activité en rapport direct avec la certification demandée. Est-ce que tu peux nous donner les types de documents, Daniel ? Alors, attestation d'employeur qui va indiquer le poste occupé, qui va indiquer le nombre d'heures effectuées, contrat de travail, bulletin de salaire, qui permettent d'avoir donc une vue effectivement sur le type de contrat, donc le type d'expérience, le poste occupé et puis effectivement le nombre d'heures effectives pour que qu'on puisse voir qu'il y a bien les 1607 heures minimum requises. Ensuite, effectivement, on demande aussi si la personne est déjà diplômée, pour voir un petit peu tout ce qu'on peut prendre en compte dans notre analyse de la situation. D'accord, merci Daniel. Le candidat peut venir avec déjà une idée de la certification qu'il veut. Auquel cas, notre travail, ça va être effectivement de vérifier que les activités qu'il a à son actif correspondent bien à cette certification qu'il envisage, ou alors quelquefois il vient mais il ne sait pas du tout. Donc notre rôle est aussi avec le CV qu'il va nous apporter de pouvoir dire voilà, nous on peut vous proposer telle chose, telle chose, telle chose. Si la personne n'a pas de CV, Daniel, elle fait comment ? Alors, si elle n'a pas de CV, en fait, on va poser des questions sur les emplois. Alors, les emplois, mais aussi, je dirais, si la personne a des activités bénévoles, parce que si elle peut faire attester par un président d'association des activités bénévoles, elle peut utiliser aussi cette activité pour valider un diplôme de l'éducation nationale. Et donc, nous, si jamais on n'a pas le CV, on pose des questions sur qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos missions qui vous sont confiées, quels sont votre degré d'autonomie. Et avec ça, on va essayer de chercher une certification qui peut leur correspondre. Très bien. Voilà. Donc, nous, une fois qu'on s'est positionné ou qu'on a positionné le candidat sur une certification, on va leur dire, donc voilà, de nous constituer le livret 1, donc qui est la demande de recevabilité, qui démarre la VAE, qui démarre tout le parcours de VAE du candidat. Nous allons recevoir donc cette demande de recevabilité. Nous avons 2 mois une fois que le dossier est complet, pour répondre à l'usager. Et notre réponse,
La première, elle va avoir donc une recevabilité qui est un courrier qui va autoriser cet usager à se présenter devant un jury. Et nous allons, à côté de cette recevabilité, donner une étude personnalisée. Donc l'étude personnalisée, en fait, nous, on va regarder ce qu'il y a dans le référentiel du diplôme, on va regarder l'expérience du candidat et on va essayer de mettre en évidence les points qui sont un peu divergents par rapport au référentiel, les points de vigilance que le candidat devra vraiment surveiller. Et puis aussi, pour certains diplômes, nous avons besoin réglementairement que le candidat fournisse des attestations de formation, notamment tout ce qui est le travail en hauteur avec la R408 et le travail en échafaudage. On a aussi quelques éléments au niveau des habilitations électriques, des conduites de chariot, des choses comme ça. Donc notre travail, c'est de faire ressortir tous ces éléments-là pour que le candidat puisse avoir un maximum d'informations pour établir son livret 2. Donc, il reçoit sa recevabilité, il reçoit cette étude personnalisée, il reçoit notre facture de 250 € pour notre participation à la recevabilité et aux frais de jury. Et puis, ça y est, il est entré dans la phase de la VAE. Il peut maintenant se consacrer à son livret 2. Donc là, c'est pareil, pendant l'entretien, on va lui montrer le support qu'il va avoir à réaliser, et puis on lui donne quelques explications sur le livret 2. D'accord. Et tout ça se fait en présence ou à distance, Daniel? Alors, tout ça se fait en présence, tout ça se fait ou à distance en fonction de la situation, de la disponibilité de l'usager. Et puis, effectivement, on s'adapte à la demande. Bien sûr, on va aussi évoquer la possibilité du congé VAE pour la phase où quand le candidat va être dans sa rédaction de livret 2. On va évoquer les moyens de financement parce que effectivement tout cela a un coût. On va présenter aussi l'intérêt d'un accompagnement pour la réalisation du livret 2. Très bien. Et au niveau de la procédure, on est encore sur du papier et du crayon. Alors aujourd'hui, on est de plus en plus en dématérialisé. Effectivement, donc Émilie va nous parler après de la procédure dématérialisée totale, mais nous avons encore aujourd'hui des candidats qui ont, je dirais, parce que les niveaux de métier ne font pas utiliser l'ordinateur, on a des candidats qui ont quand même encore quelques difficultés avec l'outil informatique, et donc effectivement nous on s'adapte, et si le candidat ne peut faire qu'une demande papier, on accepte la demande papier. Très bien. Bon, merci pour cette présentation, Daniel. On va laisser la parole à Émilie pour la procédure dématérialisée sur France VAE, puisque Norbert nous a effectivement introduit le site au national, France VAE, qui est utilisé par l'ensemble des 30 DAVA qui font partie du réseau, avec, le lien pour le candidat pour pouvoir engager cette procédure dématérialisée. Émilie, je te laisse la parole. Merci. Merci. Alors oui, la procédure dématérialisée sur France VAE. France VAE, c'est un outil, comme on le disait aussi tout à l'heure, qui s'adresse autant aux candidats qu'aux acteurs de la VAE. Chaque DAVA a un applicatif qui s'appelle iVAE, qui est en parfaite corrélation avec France VAE. Donc toutes les informations qu'on reçoit via France VAE, elles s'alimentent dans notre applicatif, ce qui nous permet d'avoir un suivi et une traçabilité quasi parfaite, et ce qui nous permet également de travailler en collaboration avec les autres DAVA. Quand un candidat déménage ou qu'il faut exporter ou importer un dossier, ces outils nous permettent facilement d'avoir un suivi de dossier candidat. Alors pour le candidat, il a son espace personnel sur France VAE du début à la fin de sa démarche. Quand Daniel nous a expliqué comment se déroulait un entretien, donc il se termine par un positionnement, ce premier entretien où on présage un diplôme, où on positionne le candidat.
une fois qu'on a fait cette démarche, on lui crée un compte qu'il va lui-même s'approprier. Il aura ses propres codes d'accès et il va pouvoir faire sa demande de recevabilité en ligne. Alors, bien que nous acceptions toujours les versions papier, les CERFA classiques, on encourage vivement le candidat à utiliser cette procédure dématérialisée puisqu'elle est très intuitive. Il suffit de suivre les différentes étapes, se laisser guider et joindre les justificatifs. Donc, carte nationale d'identité, contrat de travail, bulletin de paie ou attestation employeur, attestation de formation qui peuvent aussi entrer dans la danse pour le décompte des 1607 heures et également les activités bénévoles attestées. Une fois que cette demande est complète, le candidat l'envoie. Nous recevons sa demande immédiatement. Nous nous assurons qu'elle est effectivement complète. Il nous arrive aussi et souvent de demander au candidat de compléter sa demande. C'est un aller-retour de mail, d'échanges téléphoniques, mais tout se fait de façon dématérialisée sur France VAE. Ensuite, France VAE, donc une fois que le candidat est déclaré recevable, on lui aura expliqué déjà une première fois lors d'un entretien physique ou à distance les différentes étapes. Il sait d'avance que son passage devant le jury est conditionné au dépôt de dossier et que ce dépôt de dossier est conditionné également par une préinscription. Tout se fait sur France VAE, donc dans son onglet « Mon calendrier de dépôt », il choisira la session à laquelle il souhaite participer. Nos dates sont inchangées, sont communes à l'ensemble des académies et permettent 2 sessions de jury chaque année. Pour pouvoir prétendre un jury de printemps qui équivaut à peu près à un entretien en mars-avril, eh bien le candidat aura déposé son dossier de validation au plus tard au 15 janvier et ce serait préinscrit au plus tard pour le 15 novembre. Et idem pour la deuxième session, pour un jury qui se déroulerait en novembre-décembre, eh bien le candidat aurait déposé son dossier de validation au 15 septembre, après s'être préinscrit au 15 juin. Émilie, oh pardon, oui. Excuse-moi, vas-y. Non, c'est simplement chaque année, ces 2 possibilités existent. Alors, selon les possibilités d'organisation des différents départements examens et concours des académies, eh bien, parfois, le candidat peut se voir proposer un entretien dans une autre académie et dans la majeure partie des cas, et on fait tout pour que ces entretiens se fassent à distance. Très bien. Non, je voulais simplement poser la question si j'avais envie de déposer au départ au 15 janvier et que je n'arrive pas à déposer mon dossier. Que se passe-t-il? Que je n'arrive pas à déposer mon dossier de validation. J'ai pas validation. terminé mon dossier, je ne le dépose pas au 15. La recevabilité étant valable pendant 3 ans, tous les candidats ont 2 possibilités par an pendant ces 3 années pour déposer leur livret. Et si toutefois les aléas de la vie ou toute autre raison font que le candidat n'a pas réussi pendant ces 3 ans, eh bien nous l'accueillons une nouvelle fois et on relance la démarche. Très bien, merci Mélie. Alors ensuite, donc pareil, une fois qu'il se sera préinscrit, il aura choisi sur son calendrier de dépôt la session à laquelle il souhaite s'inscrire. Eh bien, il va téléverser son dossier. Donc là, pareil, tout se fait sur France VAE. Il téléverse son dossier de façon dématérialisée, ce qui quand même lui permet d'éviter d'imprimer des centaines de pages. Donc c'est confortable dans l'exercice puisque c'est pas compliqué et on apporte notre aide pour ceux qui auraient des difficultés avec l'outil informatique. Eh bien les centres de validation, parce que chaque centre de validation il y a un conseiller, Daniel et moi en faisons partie, mais on a aussi nos assistantes, les assistantes qui fournissent une aide précieuse auprès des candidats et si toutefois il y avait des soucis au niveau de l'utilisation de l'outil informatique, nous sommes là pour répondre à leurs questions. Et donc ils déposent leur dossier. Après l'avoir déposé, ils recevront une confirmation d'inscription qu'ils devront renvoyer signée avec les justificatifs si nécessaire, quand il y a une habilitation ou quelque chose qui est réglementairement imposé pour pouvoir bénéficier d'un entretien avec le jury.
Est-ce que on a un lien avec la division examen et concours grâce à France VAE, Émilie? L'ensemble des membres de jury, enfin l'ensemble toujours des chefs de bureau du département examen et concours ont un accès à France VAE. Ils peuvent l'utiliser à partir du moment du dépôt, au moins ça leur permet déjà la préinscription leur permet d'avoir une idée du flux de candidats pour lesquels il faudra organiser un jury. Et puis ensuite, ils peuvent aussi donner accès aux membres de jury au dossier de validation, ce qui permet d'avoir une démarche dématérialisée encore jusqu'au bout du bout, éviter aussi les impressions et puis faciliter les temps de lecture, puisque les membres de jury potentiellement ont accès de n'importe où au dossier des candidats. Oui, merci Émilie. Oui, c'est vraiment ce que je voulais pointer, c'est que France VAE, c'est au national et c'est un outil qui est utilisé par l'ensemble des DAVA, mais aussi pour faire le lien avec les divisions examen et concours, pour organiser donc les jurys. Merci pour cette présentation, Émilie. Je voulais rebondir, puisqu'on est sur les dates de préinscription et de dépôt. Alors, nous sommes donc, nous représentons le ministère de l'Éducation nationale et on a effectivement, nous sommes un peu formatés par ces dates de dépôt et de préinscription. Alors, je voulais simplement rebondir sur 2 exemples. Si on a, par exemple, un candidat qui démarre son accompagnement, enfin qui démarre, on va dire sa démarche, une information en mars de l'année. Alors là, on a mis 2021. Mars-avril 2021, on peut considérer qu'on a, comme le disait Daniel, on l'a accueilli, on a assuré la recevabilité, on a vu avec lui le financement. Cette personne engage un accompagnement. Elle peut se préinscrire donc au 15 novembre et déposer son dossier au 15 janvier 2022 avec un passage devant le jury au printemps, comme le disait Émilie, février-mars. Alors, on arrive sur une année pour cet accompagnement. Et je vais rebondir sur une deuxième slide où là, on a un candidat qui a été accompagné, mais qui a peut-être pris moins de temps dans la rédaction de son dossier. Et là, naturellement, l'accompagnement la démarche est plus rapide. Alors, on démarre toujours au mois de mars. On a engagé l'accompagnement. Le candidat peut donc se préinscrire au 15 juin, déposer son dossier au 15 septembre et envisager un jury en octobre-novembre. Alors, on nous pose souvent la question de la durée d'une démarche de VAE. Alors, une moyenne de 9 mois, mais en fonction de la disponibilité du candidat, de l'accompagnateur, de son projet, je pense qu'on est en mesure d'écourter ce parcours. Mais je pense que Norbert rebondira aussi sur ce sujet. Je lui laisserai la main. Voilà, alors là, je vais laisser la parole à mes collègues par rapport au dossier de validation. Donc, je vais reprendre la Oui, main, Daniel, à moins que Norbert veuille présenter la forme écrite. Le dossier, oui, c'est ça. Je veux bien. Allez. Merci. Alors, la loi dit que le candidat en VAE est évalué sur la base d'un dossier de validation, suivi d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle. Le ministère de l'Emploi est surtout le seul peut-être, je ne suis pas sûr, mais à utiliser la mise en situation professionnelle. Et nous ne le faisons jamais pour 2 raisons. Nous estimons, à l'Éducation nationale, mais les autres ministères aussi, je crois, que une évaluation en situation professionnelle ne permet d'évaluer que très partiellement les compétences du candidat, sauf à ce que cette observation dure dans le temps, ce qui est un schéma économique qui ne peut pas se faire. Deuxième raison, nous estimons aussi que une évaluation en situation professionnelle s'apparente beaucoup plus à une épreuve d'examen, qui n'est pas du tout la logique sous-tendue par la VAE, qui est une logique d'apport de preuves. Par conséquent, nous avons un dossier de validation suivi par l'entretien. Le dossier de validation, donc, on a le parti pris d'un dossier écrit, et c'est fondamental. Je vais citer Alex Lenné, qui dans son ouvrage quand l'expérience se fait savoir, nous dit que c'est l'écrit, même le plus élémentaire, qui permet de passer une expérience qu'il appelle première, c'est-à-dire brute,
à une expérience seconde, c'est-à-dire conscientisée. C'est la formalisation, la description très fine des activités du candidat, et pas comme on dit quelquefois de ses compétences et de ses connaissances, c'est la description très fine de ses activités, de leur contexte d'exercice et des ressources mobilisées qui va permettre de mettre en exergue des compétences, et il appartiendra au jury effectivement de détecter. Puisque c'est un exercice qui n'est pas facile, le législateur a prévu que le candidat soit accompagné. Je regrette qu'il y ait encore 30%, je crois, ou 25% des candidats qui ne soient pas accompagnés, alors qu'on sait que c'est une clé de réussite pour la VAE. Le rôle de l'accompagnant, c'est vraiment d'abord d'aider le candidat à choisir des activités cœur de métier qu'il va développer, qu'il va décrire. C'est aussi un apport méthodologique pour décrire finement ses activités, et c'est le cas échéant de voir si effectivement il y a une formation qui est nécessaire pour optimiser le parcours de certification. Donc c'est vraiment un dossier écrit. Il y a des grandes différences entre un candidat qui vit un CAP et un candidat qui vit un master, bien évidemment, on n'a pas le même degré d'exigence. Il ne s'agit pas d'écrire un français parfait, même si avoir un diplôme de l'éducation nationale, c'est aussi maîtriser à minima la langue française écrite orale, mais il s'agit de se faire comprendre essentiellement. Donc voilà ce qu'est le rôle de l'accompagnement, ce que je tenais à dire pour l'écrit. Parce qu'on demande souvent pourquoi on ne pourrait pas évaluer une situation professionnelle. C'est pas la logique de la VAE. Et c'est pas pour autant que c'est plus rapide, parce que nous avons fait des parcours de certification avec des demandeurs d'emploi sur 1 mois. Donc ça peut aller très vite. La durée de la VAE dépend vraiment du temps que le candidat, du temps personnel que le candidat peut mettre en place pour travailler son dossier. Très et donc, c'est très valide. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Et puis effectivement, pour rebondir, ces appointances à rédiger, à mettre en écrit ces activités. Effectivement, on a des candidats qui vont faire cet exercice relativement facilement, et puis d'autres pour lesquels le passage à l'écrit est quand même un peu compliqué. Donc nous, c'est vrai que quand on reçoit les candidats, on leur dit bien le livret 1 de la demande de recevabilité, c'est pas compliqué, c'est vraiment un document facile, c'est plutôt administratif. Par contre, effectivement, on insiste sur ce livret 2 qui est le support qui va permettre le passage devant le jury et où on leur dit effectivement, vous allez donc présenter votre expérience, votre parcours de formation et puis au travers de l'entreprise dans laquelle, la structure dans laquelle vous êtes employé, votre emploi, votre niveau d'autonomie, vous allez expliquer ce que vous faites au quotidien dans votre emploi. Et si vous avez rencontré des difficultés, comment vous faites pour venir solutionner les difficultés que vous avez rencontrées, quels sont les supports, les ressources que vous allez utiliser, effectivement, etc., etc. Et ce qui va permettre donc d'être le support au moment de l'entretien avec le jury que ma collègue vous présentera après. Donc voilà. Et on insiste aussi effectivement sur l'intérêt de l'accompagnement pour la rédaction de ce livret qui, je dirais, au niveau. Alors nous, on fournit le support qui est guidé. Où effectivement on va voir apparaître le CV, je dirais de manière plus étoffée du candidat, son parcours professionnel, il va présenter son entreprise, son emploi et les activités qu'il désire mettre en avant par rapport au diplôme qu'il demande. Daniel, j'ai une question par rapport au nombre de pages. On considère combien de pages pour un dossier ? C'est très compliqué de donner un nombre de pages. Maintenant, effectivement, je dirais autour d'une 50aine de pages, ça nous semble être. Alors après aussi, en fonction du niveau qui est demandé, mais une 50aine de pages semble être un bon chiffre, en sachant qu'après, il y a tout un lot d'annexes qui peuvent venir compléter les éléments apportés
par le candidat, des extraits de communication que le candidat a rédigés, des choses comme ça, mais parce qu'après, un dossier trop long, ça peut aussi, je dirais, être au détriment du candidat, parce que ça peut être aussi montrer qu'il n'y a pas forcément un esprit de synthèse, des choses comme ça. Ouais. Norbert, tu voulais peut-être rebondir là-dessus? Je sais que tu tiens à cette dimension. Oui, je trouve qu'effectivement, il ne faut pas qu'il y ait une disproportion entre la production du candidat et le temps que les membres du jury ont pour l'examiner. Alors effectivement, on ne doit pas dire qu'un dossier qui fait 150 pages a plus de valeur qu'un dossier qui en fait 30. Oui. Effectivement, on peut être synthétique. Et je voulais ajouter aussi que notre dossier de validation, ce qu'on appelle le livret 2, a été rénové. Bien sûr, des conseillers et peut-être des conseillers de l'Académie de Lille s'y sont penchés, mais aussi, je voulais dire que j'ai demandé à un groupe de 5 candidats qui sont managers de Monoprix à Paris et qui ont obtenu à l'époque leur BTS MUC par la VAE, de me faire des propositions d'amélioration et surtout de simplification du livret 2. Et ils ont fait des propositions tout à fait intéressantes qui fait de ce livret 2 vraiment un outil de guidance pour le candidat. Merci. Merci Norbert. On va passer à la slide suivante, puisque le candidat donc a obtenu sa recevabilité. On a évoqué le dossier de validation. Alors, ancien livret 2, je vais dire qu'on l'appelait livret 2, maintenant on part sur un dossier de validation. Et le candidat donc a complété son dossier. Il a déposé son dossier par rapport aux deux dates 15 janvier ou 15 septembre et il reçoit donc une convocation pour se rendre au jury. Alors là, je vais laisser la parole à Émilie. Donc oui, une quinzaine de jours avant la date de l'entretien, le candidat reçoit sa convocation. Donc l'entretien se déroule face à des professionnels et des professeurs de l'éducation nationale. Le jury, ce temps d'entretien dure une quarantaine de minutes. Le jury s'attarde dans un premier temps, s'assure dans un premier temps que la personne qui est devant eux est bien l'auteur des écrits qu'ils ont lus. Une fois le doute levé, eh bien ça devient un échange de professionnel à professionnel. C'est un échange entre pairs. Il n'y a pas d'apport de connaissances à avoir. C'est le jury qui vérifie au travers de l'écrit et de l'oral que le candidat a bien acquis les connaissances attendues en lien avec le référentiel du diplôme visé. Il vérifie aussi que le candidat a une vision globale de la fonction, de son emploi, et enfin que ce n'est pas strictement lié à son activité dans sa structure actuelle, puisqu'une fois diplômé, le candidat est transposable évidemment. Il pourra quitter son entreprise, il pourra briguer d'autres postes, d'autres fonctions, et donc ce jury aussi s'attarde à savoir si le candidat a cette vision globale de son métier. Donc voilà, il n'y a pas, oui. Les membres de jury, Émilie? Oui. Il est composé de quels membres, le jury? C'est ce que je disais, des professeurs. Excuse-moi, j'ai pas fait attention. Des professeurs de l'éducation nationale et des professionnels. Alors il peut aussi y avoir la dernière circulaire de l'éducation nationale nous permet aussi d'inviter des candidats qui auraient obtenu une validation totale à devenir aussi à leur tour membres de jury. Donc c'est ce qu'on a fait nous dans notre académie. On a invité les candidats à se manifester, ceux qui ont validé totalement et à se manifester auprès du département examen et concours pour porter candidature à devenir membre de jury, ce qui permet aussi d'étoffer le vivier de membres de jury et de sécuriser ces 2 sessions de jury par an. Très bien. Norbert, on va te laisser prendre la parole par rapport à ce passage devant le jury. Tu voulais nous donner ta vision. Oui, d'abord merci pour cet exposé. Et puis, il est important effectivement de proposer aux lauréats de devenir membres de jury. Oui. Ils ont parfaitement d'emblée la bonne posture. Ça, c'est très important. Et c'est pour eux la cerise sur le gâteau toujours. Là où je voudrais insister, moi, c'est sur comment la VAE a révolutionné le système d'évaluation des compétences en France. Parce que à l'avènement de la VAE, on a dissocié
le processus d'apprentissage, du processus d'évaluation, en ne faisant pas du premier un préalable au second. C'est-à-dire qu'effectivement, un candidat en formation va passer en examen, va subir des épreuves d'examen, Mmh. ou dans lesquelles il devra apporter la preuve que le processus d'apprentissage lui a permis d'acquérir les compétences attendues, exigées par la délivrance du diplôme. À l'inverse, en VAE, c'est le candidat qui soumet au jury le support d'évaluation qu'il a constitué, son dossier de validation, à charge pour le jury de détecter, dans l'analyse qu'il va faire de ce dossier de validation, de détecter les compétences qu'il décèle et de voir, en deuxièmement, si ces compétences correspondent parfaitement aux compétences exigées pour la délivrance du diplôme. Ce qui est important de dire, j'ajouterais ceci, ce qui fait que si pour un candidat qui valide ses acquis de formation suite à une formation où il y a une présomption de compétences qui existe, parce que normalement la formation a dû lui permettre de développer ses compétences. En revanche, la présomption de compétences pour un candidat en VAE est très forte parce qu'il a souvent 5 ans, 10 ans, 15 ans et plus d'expérience et il est rémunéré au titre des compétences qu'il développe. Donc là, il y a une forte présomption de compétences Oui. et c'est ça qu'il est important dans la formation que nous avons des jurys de dire, de faire ce constat. Et c'est pour ça aussi que ce n'est pas un oral ni une soutenance, mais un entretien entre pairs pour qui s'apparente plus à un entretien de recrutement. Il s'agit pour le candidat d'exposer ce qu'est son parcours, sa volonté de faire une VAE et d'exposer effectivement son projet et de confirmer que c'est bien lui qui est l'auteur de l'œuvre qu'il soumet au jury. Un Merci. chef-d'œuvre. Oui. Oui, non, c'est un travail qui est quand même conséquent, mais après, on a des candidats qui appréhendent le jury. Dans le cadre de l'accompagnement, on les prépare à cet entretien, mais c'est toujours un exercice qui paraît difficile. Et bon, en fonction des retours, on a plutôt des candidats satisfaits. Alors, les membres de jury, moi, je vais rebondir sur l'Académie de Lille. On a ajouté, nous, la possibilité pour les membres de jury naturellement de participer à une formation. Et là, on est en cours de rédaction d'un guide à l'attention des membres du jury, justement, pour insister sur cet entretien. On n'est pas sur un examen. On a toute cette bienveillance à gérer, à porter aux candidats, puisque effectivement, en cas de validation partielle, c'est toujours un petit peu délicat. Alors ça me permet d'introduire la slide suivante, Norbert. Oh pardon, vas-y, je t'en prie. Oui. Non, c'est de dire que il y a aussi une formation en ligne Oui. sur Magistère qui, pour l'instant, s'adresse uniquement aux enseignants, aux personnes d'éducation nationale. Mais je travaille avec l'Académie de Montpellier pour faire en sorte que bientôt, cette formation en ligne soit accessible par les représentants du monde socio-professionnel qui participent au jury. Très bien. Voilà. Encore un axe de progrès, super. Merci Norbert. Je te laisse rebondir sur l'entretien post-jury, puisque là c'est une obligation pour nos services. Oui, ce n'est pas exigé par la loi. Nous, par voie de circulaire, nous allons plus loin, comme vous l'a dit, pour le calendrier des certifications. La loi impose au minimum un jury dans les 12 mois qui suivent la notification de recevabilité. Nous avons 2 jurys par an, donc nous allons bien au-delà. Ici, on vous a parlé du personnalisé aussi, j'y reviendrai. Et l'entretien post-jury, il me paraît essentiel, et je l'ai imposé avec l'aval évidemment des DAVA qui étaient d'accord avec moi, parce que c'est absolument fondamental. Quand le candidat est non-validation, une validation partielle, c'est véritablement un traumatisme. Parce qu'il s'entend dire qu'effectivement, alors qu'il a une expérience, qu'il est rémunéré à ce titre de ses compétences, qu'il n'a pas les compétences à la hauteur du diplôme visé. Il s'agit donc là de travailler avec lui sur l'appropriation, l'explicitation du procès verbal du jury. Que dit ce procès verbal? Le procès verbal ne dit jamais que la personne n'est pas compétente, mais peut dire quelquefois qu'effectivement les compétences n'ont pas été suffisamment mises en exergue dans le dossier de validation et que par conséquent il faut une suite de parcours. Et cet entretien a pour but de dédramatiser la situation, de faire en sorte que le candidat comprenne la décision du jury, qu'il se l'approprie
pour rebondir et poursuivre son parcours de certification, que ce soit par la voie de la formation, la voie de la VAE ou un mixte des deux. Merci. Merci Norbert. J'ai monsieur Jacques Alexandre qui met dans le chat, hein, on répondra aux questions après, mais une validation partielle est une réussite. Bien sûr. Ah oui, on est d'accord, oui. On voulait pas dire le contraire, hein, mais c'est vrai que comme vient de l'exposer Norbert, c'est que le candidat, quand il ouvre son enveloppe et que le résultat n'est pas sur une validation totale, c'est toujours un petit peu compliqué au niveau de l'appréhension, mais le rendez-vous, enfin l'entretien post-jury permet, on va dire, de se projeter, hein, avec des possibles pour la poursuite de sa démarche de VAE. Alors, Et nous pouvons encore, juste un mot encore là-dessus, nous oui, pouvons encore Norbert. progresser. Je vais mener avec vous, les DAVA, des expérimentations bientôt et avec les divisions des examens et concours pour Oui. imaginer une restitution le jour même de la proposition en termes de validation du jury. Ah, Le jour même ou le lendemain, il Mhm. faudra s'organiser peut-être que les jurys arrêtent à 17 heures et que les différents membres du jury soient formés pour cela Mhm. et appellent les candidats pour faire une restitution. Oui, On l'a déjà fait pour les petits flux oui. dans certaines académies et ça a été, pour pas que le candidat soit seul face à l'ouverture de son enveloppe pour avoir le résultat, Oui. pour le préparer effectivement à ça, expliciter déjà la décision du jury. Merci. Merci Norbert. Alors on souhaitait aussi profiter de vous donner quelques chiffres, hein, sur les académies d'Amiens et de Lille, hein. Alors là on a les chiffres sur l'académie d'Amiens sur une période du mois de juin au mois de décembre 2020 avec un nombre d'accueils 1073, 734 inscrits et 372 dossiers examinés avec des résultats avec une validation totale de plus de 70% et une validation partielle à 19,5%. Je vais rebondir sur l'Académie de Lille et je vais laisser Norbert faire un commentaire après. Voilà. Alors sur l'Académie de Lille, alors là on est sur l'année complète 2020, 2462 accueils, 1189 personnes inscrites et 792 dossiers examinés. Alors avec un taux de validation totale qui est aussi supérieur à 70%. On est à peu près dans la même dynamique sur la validation partielle et encore quelques non-validations. Alors Norbert, je te laisse la main par rapport aux chiffres. Eh bien, tous mes compliments à ces deux académies parce qu'elles Ouais. sont performantes en termes de résultats. Je vous rappelle tout à l'heure au niveau national, 90% de validation, dont 70% de validation totale, ce qui veut dire 10% de non-validation. On voit qu'effectivement les académies d'Amiens et de Lille font là une performance. D'accord. Et je veux dire aussi, mais je l'exposerai plus longuement tout à l'heure, qu'effectivement, il y a une iniquité territoriale quelquefois pour les candidats, parce que si on compare les taux de non-validation et de validation entre les académies, il arrive quelquefois qu'effectivement, il y a des candidats qui subissent une iniquité territoriale parce que les jurys sont beaucoup trop exigeants ici ou là. Et bien justement, la dématérialisation du dossier sur une plateforme unique désormais va nous permettre aussi de savoir aux dates de préinscription combien nous allons savoir au niveau national combien de candidats nous avons par diplôme et par académie, ce qui nous permet aussi de définir une réorganisation territoriale des jurys en sortant de la logique académique pour des jurys interacadémiques, voire nationaux. Avec bien sûr le corollaire de la dématérialisation, il ne faut pas que ça se fasse au préjudice du candidat. Donc le corollaire du zéro papier, c'est le zéro déplacement, puisque par voie de circulaire, nous avons décidé que l'entretien se fait et proposé systématiquement à distance, que ce soit au sein même de l'académie pour éviter quelquefois de trop grandes distances entre le centre de jury et le domicile du candidat, et a fortiori quand le jury n'a pas lieu dans l'académie de résidence du candidat. Merci Norbert. J'ai Xavier, notre collègue d'Amiens, qui nous précise dans le chat que les résultats 2021 sont encore meilleurs. Alors on vous les donnera en fin d'année ou début d'année 2022.
Et là, je vais laisser la parole à Norbert donc pour effectivement évoquer ce dispositif qui est en constante évolution avec des perspectives et comment. À toi, Norbert. Oui, nous avons, et c'est tant mieux, encore beaucoup de travail à faire parce que nous avons un double souci, faire en sorte qu'un plus grand nombre de citoyens accèdent à ce dispositif qui est remarquable. Alors comment? Eh bien, ce qu'on a déjà fait, c'est en assouplissant les conditions d'entrée en VAE. Pour rappel, nous étions au début 5 ans d'expérience, après 3 ans, maintenant 1 an. On pourrait imaginer d'ailleurs dans l'avenir d'autres évolutions législatives pour aller jusqu'à 0 expérience attestée demandée. On pourrait le tester, avec un risque aussi, c'est qu'effectivement, il ne faudrait pas que notre institution valide des acquis d'expérience développés dans un cadre illégal. Je pense au travail clandestin, par exemple. Comment autrement développer la VAE, c'est en nous adressant aussi à d'autres publics cibles. Nous travaillons déjà en ESAT avec les personnes en situation de handicap. Nous allons développer ce programme 2022 sur tout le territoire, vraiment la VAE en ESAT. Et on pourra expérimenter aussi des choses pour faciliter la démarche et faire en sorte que nous ayons de bons résultats, ce qui est déjà le cas. D'autres publics cibles, le milieu pénitentiaire. J'ai eu une réunion au ministère de la Justice il n'y a pas longtemps. Nous savons bien sûr que la VAE et la détention d'un diplôme est un vecteur important de réinsertion sociale et économique. Nous avons des expériences réussies, notamment en Occitanie. Et au programme 2022, nous aurons des démarches de VAE en direction de tous les centres pénitentiaires en France. Autre public cible, nous avons aussi déjà commencé un petit mouvement dont on va avancer, les primo-arrivants, qui, quel que soit le métier qu'ils ont exercé chez eux, quel que soit leur niveau de diplôme ou de compétences, subissent forcément ici et partout sans doute un déclassement professionnel et sont relégués à des métiers que les personnes ne veulent pas exercer. Nous avons aussi là-dessus, nous avons commencé, l'Académie de Lille et les Hauts-de-France sont engagés dans cette expérimentation. Nous allons généraliser en 2022 pour ces publics. Autre axe de progrès, c'est faire de la VAE aussi un outil de management ordinaire pour les entreprises qui ont l'obligation, dans les entretiens professionnels, de parler de VAE. Et alors, comment, avec les DAVA, nous pouvons accompagner les entreprises pour faire en sorte que cette obligation légale devienne une véritable opportunité pour développer des projets collectifs d'entreprise. Quand je rencontre des RH d'entreprise, mais comme les responsables d'AVA, nous apercevons qu'ils ont beaucoup d'informations sur leurs salariés, les diplômes obtenus en formation initiale, les stages en formation continue, mais ils disposent généralement pas d'une cartographie actualisée des compétences collectives de l'entreprise, ce qui est pourtant essentiel pour donner sens à une politique RH, que ce soit de formation ou que ce soit de recrutement. Améliorer le dispositif, on vous a parlé d'études personnalisées. La loi dit qu'effectivement, l'examen consiste à vérifier la conformité de la demande à la réglementation, 1 an au moins d'expérience en rapport direct avec le diplôme visé. Et le certificateur doit aussi, par rapport à la loi, donner la mesure d'écart entre les activités du candidat et les activités listées dans le registre d'activité du diplôme visé. Nous allons beaucoup plus loin. Justement parce qu'il y a beaucoup d'assouplissement pour accéder à la VAE. Il ne s'agit pas d'envoyer les gens au casse-pipe. Donc, nous réalisons une étude personnalisée qui est formalisée sur un formulaire national unique dans lequel le conseiller VAE va d'une part conseiller le candidat sur la meilleure stratégie d'accès à la certification professionnelle. Ou bien il va viser 1 voire 2 diplômes directement dans leur intégralité, ou bien en tenant compte de ses contraintes professionnelles, sociales, familiales, sociales, il va faire le choix d'accéder progressivement à la certification par bloc de compétences. Et on peut imaginer dans une logique de parcours qu'effectivement le candidat vise d'emblée un bac professionnel dans son intégralité et vise en même temps 3 unités d'un BTS. Autre amélioration à l'autre bout de la chaîne, c'est effectivement l'amélioration de l'évaluation
Et là, la dématérialisation généralisée a été au service de la qualité de l'évaluation, puisque les dossiers sont désormais déposés sur une plateforme nationale hébergée au rectorat de Strasbourg, et les membres de jury ont ou auront bientôt tous accès, avec un code d'accès, etc., aux dossiers qu'ils ont à évaluer, et ceci quand ils veulent, le jour, la nuit, le week-end, quand ils peuvent. Et on s'est déjà aperçu qu'effectivement, jusqu'à présent, ils devaient aller voir les dossiers dans les établissements où sont organisés les jurys, et donc aux heures ouvrables des établissements. Ici, on voit bien que la dématérialisation donne du temps, ce qui est important pour les membres de jury, pour aller voir les dossiers qu'ils ont à examiner, avec en ligne des grilles de guidance pour guider leur évaluation. Donc voilà. Améliorer aussi l'information et la communication, donc le site France VAE bien sûr, et toutes les manifestations remarquables organisées par Interval, dont ce café VAE, qui sont autant de moments où on pose des questions, on reçoit une information à la fois sur ce que dit la loi et où et comment avancent les certificateurs par rapport à la loi. En personnalisant, j'ai parlé des parcours et j'ai parlé aussi de l'amélioration de l'évaluation. Donc voilà un peu notre programme de travail. Nous sommes de loin le premier certificateur, bien évidemment. Nous avons de très bons résultats, mais néanmoins avec un taux de non-validation au niveau national qui est de 10%, avec des grandes disparités. Il y a une académie que je rencontre demain parce qu'elle a un taux de non-validation de 18%. Donc, il faut aller voir ce qui se passe, mais aussi un chiffre qui doit être en diminution. Donc, il faut améliorer toutes les chaînes, toutes les étapes du parcours VAE pour voir partout où on peut améliorer le service rendu pour développer la performance et faire qu'il y ait un plus grand nombre de candidats qui soient validés totalement et qui en parlent en bien pour amener d'autres candidats à venir sur le dispositif. Oui, on avait une question dans le chat. On répondra à toutes les questions, mais une collègue demandait les raisons d'une non-validation, Norbert, aujourd'hui. Je sais que tu as ce rendez-vous, mais comment ça peut s'expliquer? Alors, il y a quelquefois le diagnostic n'a pas été le bon et le candidat a été accompagné quelquefois pas par nous, mais par un organisme privé. Et on voit que l'accompagnement, quelle que soit sa qualité, n'a pas permis de produire un dossier qualitatif. C'est pour ça que déjà, nous avons changé effectivement nos dispositions. On s'aperçoit quelquefois que le diplôme visé paraît le bon par rapport au déclaratif du candidat. Oui, c'est ça. Et on s'aperçoit en cours d'accompagnement que le niveau de diplôme n'est pas ce qu'il faut viser. Mais on peut aussitôt rectifier le tir, nous, quand nous accompagnons, aussitôt on peut faire une nouvelle recevabilité. C'est ce que je dis aux organismes privés d'accompagnement, c'est qu'ils font les mêmes constats, il faut qu'ils reviennent vers le certificateur pour revoir la recevabilité à l'origine. Et par ailleurs, il y a des candidats qui ne sont pas accompagnés. Généralement, les candidats qui visent un CAP acceptent de bon cœur les préconisations de l'accompagnateur. Mes collègues de l'enseignement supérieur nous disent que chez eux, il y a peu d'accompagnement parce que les candidats ne voient pas la plus-value de l'accompagnement. Peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment explicités d'ailleurs. Et puis enfin, il y a des anti-VAE, et quand ils sont présents dans les jurys, ils font des dégâts. Et c'est pour ça qu'effectivement, la dématérialisation nous permet une réorganisation des jurys territorialement. Nous n'avons plus, je donne un exemple, 25 candidats dans 25 jurys différents. Désormais, nous avons un jury qui va traiter les 25 demandes. Et le corollaire avec cela, c'est qu'effectivement, l'entretien se fait à distance. Et ça nous permet aussi d'orienter, de définir une organisation nationale des jurys en fonction des flux de candidats, en fonction aussi des pôles d'expertise, quelquefois dans les académies comme l'aéronautique à Toulouse, par exemple, ou le campus aéronautique, qui est très pro VAE, me dit que dès lors que j'ai 6 candidats en France, il déclenche un jury, quelle que soit la période. Et ça permet aussi d'orienter les candidats vers des académies qui sont performantes. C'est pas très politiquement correct de le dire.
Donc on voit qu'effectivement, cette réorganisation territoriale des jurys nous permet des économies d'échelle considérables en moyens humains et techniques, et autant de moyens humains et techniques qui peuvent être redéployés pour tendre peut-être dans les années à venir vers une plateforme permanente de validation. Mmh. Voilà les perspectives et le travail que nous avons à faire avec vous, les experts des DAVA. Merci beaucoup Norbert. Je vais remercier Émilie aussi et Daniel pour leur présentation. Je fais juste un petit point sur les contacts intervalles. On a démarré par une animation et bon, je vais simplement vous rappeler, vous inviter à vous rendre sur le site intervalle-vae.fr, le contact. Alors là, c'est le formulaire. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas, contact@intervalle-vae.fr. C'est donc Susan Vallard, assistante de projet, qui répond à vos questions. Elle répond aussi à vos appels téléphoniques au 03 62 59 52 44 et on vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, le Facebook, et puis vous avez sur le site Intervalle les replays de l'ensemble de nos webinaires Café VAE, Info VAE, puisque nous organisons toutes les semaines le jeudi une info VAE pour les candidats potentiels de midi à 12h30, une info VAE qui est animée en intercertificateur. Alors, je vais reprendre le chat et on va essayer de répondre à quelques questions. J'ai vu que j'avais des collègues qui avaient répondu aussi, là, Xavier et Frédéric. Alors, on va essayer de ne pas être redondant. Alors, François-Xavier, il avait un problème avec son volume de PC. 1607 heures, alors on a répondu, effectivement, une année d'expérience, on continue, discontinue. Annie nous parlait du passeport du bénévolat à mettre en valeur, effectivement, on ne l'a pas évoqué, mais ce passeport qui cumule les activités bénévoles. Est-ce que le BTS opticien lunetier fait partie des diplômes en VAE? Alors, je vais laisser peut-être Émilie ou Daniel répondre. C'est un collègue a répondu, mais vas-y. Oui, c'est un diplôme qui est accessible par la VAE. Alors là aussi, l'étude personnalisée précisera bien que il y a le module qui est relatif à l'examen de la vision qui ne pourra pas être obtenu par la voie de la VAE. Et là, du coup, on propose une formation complémentaire. Ouais. Donc c'est accessible totalement grâce à un parcours mixte VAE formation. Tout à fait. À quel moment le candidat doit-il régler les 250 €? Je me permets de répondre? Oui, vas-y, je t'en prie, Émilie. Je vous laisse tous les deux. Je pose la question et soit Daniel, soit Norbert ou soit toi, comme vous voulez. On n'en a pas fait état, mais c'est vrai que les 250 €, donc c'est une participation financière forfaitaire au processus de la certification, qui est en œuvre aussi depuis la dernière parution de la circulaire de 2019. Il faut que le candidat apporte la preuve de la prise en charge de ces 250 € au moment de la préinscription. Donc soit au plus tard au 15 juin ou au plus tard au 15 novembre. Cette participation financière est prise sur les fonds de la formation professionnelle et non pas dans les poches du candidat. C'est à nous de trouver des solutions pour pouvoir avoir les financements nécessaires. Donc, soit le candidat fait appel à son CPF, à son compte personnel de formation, soit il a un statut demandeur d'emploi et auquel cas, nous, en Hauts-de-France, avec Xavier Épinay, on a travaillé sur une convention de partenariat avec la direction régionale de Pôle emploi, où Pôle emploi s'engage à financer les 250 € pour l'ensemble des demandeurs d'emploi, sous réserve que ceux-ci aient bien fait les démarches demandées au moment de la préinscription. Donc, les demandeurs d'emploi doivent apporter auprès de leur conseiller Pôle emploi, avant les dates de préinscription, leur avis de recevabilité, la facture et puis la preuve qu'ils se sont bien préinscrits. Donc, soit par une capture d'écran de leur espace France VAE, soit ils repassent par un centre de validation de l'éducation nationale et demandent une attestation. Et à la suite de ça, ils seront financés pour ces 250 €. Très bien. Alors, nous sommes le 18 novembre. Y a-t-il une possibilité de raccrocher la prochaine session de mars? Daniel, j'aime bien, mais ton micro, ouais, non. Oui, voilà, non.
Non, la date de préinscription est passée. Donc maintenant, la session qui est accessible, c'est celle de la deuxième session 2022. Donc avec une préinscription au 15 juin. Et Ouais, ouais, ouais. là, On effectivement, respecte, oui, on respecte, hein, puisque c'est via le site France VAE, on ne peut pas, je dirais, aller au-delà du 15 novembre. Mais je voulais te laisser répondre, Daniel, hein. Je suis désolée, Jean-Philippe, on ne peut pas faire machine arrière. Alors, on a évoqué le congé VAE. Je pensais que ça allait être dans la réponse, hein. Une personne parlait du congé VAE. Alors, effectivement, c'est la possibilité d'obtenir une autorisation d'absence qui n'a rien à voir avec le financement de l'accompagnement. ça va couvrir. Ça va couvrir les 24 heures maximum. Ah, on a perdu Daniel. Oui, donc je vais prendre le relais pour Daniel, du coup, tant qu'il est figé. Oui. Donc les 24 heures où le candidat est autorisé à quitter son lieu de travail pour se rendre à ses rendez-vous, mais à la condition qu'il ait prévenu son employeur 60 jours avant du planning, du calendrier d'accompagnement. Donc si les délais sont respectés, et ben tout le monde a le droit à bénéficier de ce congé de VAE de 24 heures. Tout à fait. Il y a une confusion quelquefois Oui. entre cette durée du congé de 24 heures et quelquefois j'entends dire que l'accompagnement doit être de 24 heures ou ne peut pas dépasser 24 heures. Ça n'a absolument rien à voir. C'est le congé qui est de 24 heures et il n'y a pas de durée minimale ou maximale d'accompagnement. C'est l'étude personnalisée qui permet de déterminer la durée de l'accompagnement et ses modalités en atelier collectif d'explicitation, en individuel, etc., en synchrone ou en asynchrone. Voilà, merci. Merci Norbert. Je jongle avec mes questions. Alors la demande n'est pas transmise à Transition Pro, mais j'essaie de retrouver. C'est Laurence qui me notait la demande de prise en charge n'est pas transmise à Transition Pro, avec un point d'interrogation. Alors là, je ne sais pas. De toute façon, on répondra à l'ensemble des questions sur la foire aux questions. Laurence, pour un candidat qui est passé en jury en juin et qui a eu une validation partielle, est-ce que la personne peut redéposer un dossier en septembre pour passer en jury d'automne? Validation partielle et passer en jury en juin. On n'a pas de jury en juin. Peut-être en mars, avril. On a obtenu une validation partielle. Est-ce que la personne peut redéposer un dossier pour automne? Ça veut dire qu'elle elle se préinscrit en juin pour redéposer un dossier en septembre. Oui. Dans la logique d'une complémentarité de parcours, le candidat peut se réinscrire à la session qui suit. Voilà. Oui, merci. Tout dépend du respect des dates de préinscription. Merci Frédéric. Alors les financeurs, Xavier, les financeurs renvoient de plus en plus vers le CPF, OPCO, même si le congé VAE existe toujours. On a évoqué les pratiques en accompagnement, bien sûr, préconisé mais vivement conseillé, l'accompagnement. L'autorisation d'absence toujours. Quels sont les critères pour être jury en tant que professionnel? Alors, les critères, c'est d'être formé. Oui. Parce que c'est comme je l'ai dit et comme vous l'avez compris, c'est une posture particulière. On n'est pas dans le contrôle de connaissances et donc on doit être formé. Et c'est pour ça que les candidats qui ont tenu une VAE sont d'emblée de la bonne posture. Ils n'ont pas besoin d'être formés. Ils savent faire ça. Alors que le risque de déviance, si on n'est pas formé à cet exercice singulier, c'est de tomber dans le contrôle de connaissances. Et donc là, j'interviens à chaque fois pour dire ça n'est pas ça, ça ne peut pas être ça. Merci Norbert. Alors là, on était sur la question comment est-il possible de n'obtenir aucune validation? Alors on l'a évoqué tout à l'heure. Laurence qui rebondit. Alors Annie, le livret 1 permet uniquement de valider la cohérence du choix du diplôme présenté en VAE avec le parcours professionnel du candidat. Le candidat est alors autorisé à constituer son livret 2 et à se présenter devant un jury. Soutenance écrite donc par le biais du livret 2, aujourd'hui nommé dossier professionnel plus un oral environ 40 minutes.
Ah oui, elle a répondu donc peut-être à une autre question. Oui, c'est ça, je crois. Ouais, excusez-moi, je découvre, hein, j'ai pas en même temps tout suivi. Alors, ce dossier professionnel apporte les preuves en quelque sorte. Le déclaratif du candidat n'est souvent pas suffisant, Jean-Jacques Alexandre. Nous travaillons avec chaque candidat sur son parcours et surtout sa motivation. Nous sommes tout à fait d'accord. Et après, je pense que nous avons terminé. Si j'ai une demande pour l'un de vos diplômes, où dois-je orienter le candidat? CVEN de proximité ou France VAE? Alors, je vais laisser mes collègues répondre. François Xavier, donc, qui est référent au CNAM de Lille. Les deux sont possibles. Alors c'est vrai que si vous avez directement les coordonnées du centre pour le territoire dont relève le candidat, c'est plus aisé de directement donner notre ligne directe. Mais sur France VAE, c'est bien pour ça que France VAE est une porte d'entrée tout à fait aussi facilitante. Donc les deux sont possibles. Alors il est vrai qu'aujourd'hui on a mis un peu France VE, c'était aussi l'occasion de créer des réunions d'information collective à distance ou en présence, mais principalement en présence, avec des créneaux bien identifiés sur lesquels les candidats allaient se positionner directement. Mais dans ce contexte sanitaire particulier, on a suspendu l'ensemble de nos réunions d'information collective en présence. Donc sur France VE, les candidats trouveront l'interlocuteur qui prendra le relais pour des entretiens individuels en présence ou à distance. Merci Émilie. Et puis la plateforme Intervalle quand même, qui réunit les certificateurs publics. Oui. Et je tiens à dire combien j'attache du prix à ces plateformes. C'est un modèle du genre, donc tous mes compliments pour ce qui se fait en Haute-France. C'est vraiment un modèle que je souhaite déployer partout sur le territoire. Ouais, merci Norbert. C'est rigolo parce que Émilie est en Haute-France, elle parle de France VAE, et toi tu es au national et toi tu parles d'intervalle. Vous êtes formidables. Alors Rosalie, pardon. Alors la perspective de mobiliser la VAE est, alors en qualité d'outil facilitateur de l'insertion socio-professionnelle des primo-arrivants me semble pertinente, mais nous en sommes convaincus. Elle permettrait en outre de réduire les difficultés de recrutement dans certains secteurs. Il n'y a pas de prise en charge systématique par transition pro et plus maintenant, puisque ça s'est clôturé au 30 juin 2021. On espère peut-être qu'on aura des changements à venir. Et Élodie, lorsqu'une personne se présente au sein d'un CIO, nous devons les rediriger vers un centre de validation et lui fournir un livret A, un point d'interrogation. Alors, si quelqu'un se présente en CIO, mes collègues, que conseillez-vous à notre collègue du CIO donc? La meilleure façon, c'est de nous rediriger le candidat vers un centre de validation. Alors, on peut donner les premiers éléments de réponse, le principe de la recevabilité, des choses comme ça, les 1607 heures. Mais après, peut-être le meilleur moyen, c'est quand même de nous envoyer le candidat. Et puis, nous, on va représenter avec le candidat toute la procédure, et puis on va étudier avec le candidat ses possibilités de certification. Oui, alors moi je conseille aussi à Élodie peut-être de se connecter au site intervalle-vae.fr et sur l'outil, vous avez une carte interactive, vous pouvez noter le code postal du candidat et il sera orienté vers le centre le plus proche. Après, si vous avez détecté avec lui la certification et le ministère vers lequel l'orienter, peut-être effectivement éviter l'organisme le plus proche, mais le ministère qui correspond à la certification. En tout cas, les conseillers du réseau Intervalle sont disponibles par téléphone aussi. Si vous souhaitez recevoir un annuaire des centres avec les coordonnées, vous pouvez le demander à Susan Vallard via le formulaire de contact sur le site Intervalle, Élodie. Juste pour préciser, pas forcément lui fournir un livret 1 puisque l'objectif c'est de le lancer dans la dématérialisation dès le départ de sa démarche, comme il sera forcé de le faire à la fin avec son dépôt. Donc simplement l'orienter vers nous et on lui créera les espaces nécessaires pour qu'il puisse faire sa demande de façon dématérialisée.
Merci Et Émilie pour la je, précision. Oui, je oui. confirme cela effectivement, de donner comme ça un livret 1, c'est trop anxiogène. Même si je suis pour la dématérialisation, il faut y mettre de la chair aussi là. Ouais. Et donc, je conseille le CIO et tous les acteurs d'orienter vers les experts VAE qui vont pouvoir dédramatiser cette situation. Je souhaite d'ailleurs dans les évolutions que nous allons proposer supprimer ce livret 1 en quelque sorte parce qu'il est toujours perçu et la Sofras avait fait un sondage auprès de 6000 candidats en 2016 et on voit à quel point c'était un frein. Alors, il faut réfléchir comment on pourrait supprimer la responsabilité dite administrative, l'apport de preuves, et se focaliser sur une responsabilité dite pédagogique, où on travaille avec le candidat sur un positionnement, sur un référentiel de diplôme. Mais c'est pour l'avenir. À Et en tout cas, venir. j'insiste aussi sur le fait que tous les acteurs, qu'ils soient accompagnateurs, peuvent, et je souhaite qu'ils parlent de la VAE, peuvent faire comme des points relais conseils, comme le conseiller en évolution professionnelle, peuvent faire un pré-ciblage de la certification professionnelle. Mais le ciblage réel de la certification doit être et doit rester de l'exclusive responsabilité du certificateur, parce que c'est lui qui est responsable de toute la chaîne, le ciblage du diplôme et le jury. Et je ne veux plus entendre des jurys me dire que le candidat ne valide rien parce que le diplôme a été mal ciblé. Alors, quelquefois, les conseillers VAE me disent, c'est un organisme d'accompagnement qui a ciblé le diplôme. Ce n'est pas à lui de le faire, c'est pas d'où sa responsabilité. Merci Norbert. Alors on a Christine qui nous dit qu'effectivement qu'il existe un projet VAE sans frontières. Alors je vais rebondir, Christine, effectivement, sur l'Académie de Lille. Nous faisons partie des académies qui expérimentons, je dirais, ce dispositif et je vais mettre en valeur la collègue qui a pris en charge dans ce dossier. Caroline Verolman, et pour la contacter, on a donc créé une adresse contact VAE sans frontières @ac-lille.fr. Et Voilà. ce projet VAE sans frontières qui concerne 11 académies aujourd'hui avec 11, oui. expérimentales en 2021 sera déployé sur tout le territoire en 2022. Merci Norbert. Je ne savais plus si c'était 11 ou 13, alors je ne m'étais pas avancée. Et tu as dit 11. Oui. Alors, un guichet unique par région est-il prévu? Ah, À souhaiter souhaité. fermement, souhaiter fortement. Et c'est pour ça qu'effectivement, j'ai été demandé, Béatrice, de Ouais. présenter Intervalle à tous les responsables d'AVA et d'autres acteurs pour montrer que c'est ça. Et l'intérêt, c'est d'un guichet unique où le candidat va trouver tous les certificateurs, pas les privés, par exemple, pas les chambres consulaires, et pourquoi pas, mais en tout cas, tous les certificateurs publics. Donc déjà, quand on a l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, on a déjà 14 000 certifications, je crois. Hein, donc, on doit pouvoir trouver le bonheur de chacun. Merci Norbert. Alors, un guichet unique. Et Annie qui nous dit qu'au sein de la FFMAS, nous conseillons fortement la lecture du ou des référentiels concernés, tous disponibles sur EduSchool, afin d'aider les candidats, et l'accompagnement vient soulager et expliciter cette lecture. Je voulais Fédération. intervenir. Oui, pardon, Oui, Daniel. sur, en fait, nous, on oriente aussi nos candidats sur France VAE parce que Ouais. l'intégralité des référentiels est disponible sur France VAE Ouais. sous le menu Choisir mon diplôme. Et comme ça, le candidat peut avoir effectivement l'intégralité des tâches professionnelles qui sont inscrites au référentiel, le contexte d'emploi, le type d'entreprise ou de structure qui accueille un titulaire du diplôme. Donc, ce qui permet quand même déjà de vraiment bien réfléchir au projet de VAE. Très bien. Merci Daniel pour cette précision. Alors là, Annie a précisé, hein, Fédération française des métiers de l'artisanat et du secrétariat. Merci pour cette précision. Clémence, n'hésitez pas à vous inscrire. Alors, elle me devance. Bon, je pense que j'ai répondu aux questions. Alors, comme Clémence vient de le noter dans le chat, hein, nous vous invitons donc au prochain café VAE qui aura lieu donc le 16 décembre, toujours à la même heure, 9h30, 11h. Et là,
nous réaliserons un focus sur les certifications du ministère de l'Agriculture. Alors, je vous invite vraiment à y participer parce que nous avons travaillé à la préparation de ce qui a fait VAE et personnellement, j'ai redécouvert ce ministère. Alors, je vous invite à vous inscrire. Donc, pour le 16 décembre, vous allez découvrir des choses. Voilà. C'est très intéressant, justement, parce que on voit que les diplômes de l'agriculture sont peu visibles et peu connus. Et on l'a vu lors de mon intervention à Lille en octobre, maîtrise de mémoire, et je veux travailler avec les certificateurs publics, le ministère de l'Agriculture et d'autres, et notamment avec la branche sport qui dépend de nous, Éducation nationale maintenant, pour mettre sur France VAE leur référentiel et ouvrir France Compétences, que vous faites à intervalles, à d'autres certificateurs, avec un guichet unique qui est France VAE, pour d'autres certificateurs que l'Éducation nationale, avec aussi leur référentiel, pour les mettre en visibilité. Merci Norbert. Bon, écoutez, je vais vous remercier pour votre... Ah, on a encore des questions. Les CIO sont des points relais conseils où on nous demande de cibler les diplômes avec les usagers qui se présentent. C'est en tout cas ce que je fais. Bon, Christiane, oui, pourquoi pas, mais comme le dit précisé mes collègues, c'est comment je vais dire, ça relève d'une expertise. Ça veut dire qu'on peut peut-être envisager des choses, mais on va dire que c'est le réseau d'experts qui permettra, je dirais, au candidat de valider son choix. Voilà. Oui, je crois qu'effectivement, les points relais conseils, tout autre acteur, les accompagnateurs qui connaissent bien les certifications professionnelles peuvent donner les possibilités, un titre pro, un diplôme, et orienter alors vers les certificateurs concernés à qui revient l'exclusive responsabilité de faire ce ciblage. Parce que c'est bien le certificateur qui va au tribunal en cas de contentieux, c'est pas l'accompagnateur. D'accord. Merci Norbert. Bon, voilà, je pense que nous avons fait le tour de la question. Encore merci à tous les trois pour cette présentation. On nous remercie pour ces échanges et cette présentation très complète. Je vous souhaite à tous une très belle journée et au plaisir de vous retrouver donc le 16 décembre à 9h30. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.